Bonjour, bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue. Merci aux personnes qui commencent déjà à arriver. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue tout le monde à cette conférence virtuelle sur l'évolution de carrière en entreprise des candidates issus des communautés racisées. Donc, mon nom est Louisa Silva et je suis ravie de vous accueillir ce matin. Ce matin, je suis également accompagnée de ma collègue Jimena Andino Dorato qui sera en charge de la partie chat et de la période questions-réponses. Bonjour Jimena. Bienvenue. Donc, sur votre écran, vous voyez comment va se dérouler notre matinée. Nous avons tout d'abord commencé avec un mot de bienvenue. Je vais par la suite faire un petit point sur les détails liés à la technique de notre conférence virtuelle. Je vous présenterai rapidement IGQ et le projet ID dans lequel s'inscrit cette conférence. Je poursuivrai avec la présentation de nos panélistes qui prendront par la suite la parole durant un échange d'1 heure à peu près, puis viendra le temps des questions-réponses. Merci à nouveau d'être avec nous pour cette conférence et pour que cette conférence se passe le mieux de votre côté. Voici quelques informations techniques. Donc, le micro et la caméra sont désactivés durant toute la rencontre. Le micro ne pourra être activé que durant la période des questions-réponses après en avoir fait la demande, tout simplement en cliquant sur lever la main et l'animatrice pourra vous activer votre caméra. Le chat, lui, est ouvert durant tout le long de la rencontre. Si vous avez des questions ou des commentaires à adresser aux panélistes, nous vous demandons d'utiliser la partie questions-réponses. Si vous souhaitez que votre question ou que votre commentaire soit vu et lu par les panélistes et par les autres participants, il faudra sélectionner l'option « Tous les panélistes et participants ». Si vous avez la version anglaise, ce sera « All panelists and attendees ». Sinon, votre message il ne sera lu et vu que par nous. Si c'est votre choix, vous pouvez juste sélectionner par seulement les panélistes. Comme je vous l'ai dit précédemment, ce projet est porté par Intégration Jeunesse du Québec, qui est un organisme communautaire qui existe maintenant depuis plus de 40 ans. Sa mission première est de soutenir l'intégration de toute personne âgée de 16 ans et plus dans le marché du travail en leur offrant différents services axés sur le besoin des clients et sur ceux du marché du travail. Dans les services proposés, il y a entre autres les services d'aide à l'emploi, le maintien à l'emploi, le mentorat professionnel, des formations en alternance études-travail. Nous proposons également des ateliers préparatoires aux emplois d'été et nous poursuivons le développement de l'offre de services offerts aux entreprises. C'est d'ailleurs dans ce dernier que se trouve le projet ID. Donc, cette conférence, elle est la première d'une série de 9 conférences panels et elle fait partie du projet ID, comme je vous l'ai dit. L'objectif du projet ID, c'est de sensibiliser et d'informer les petites et moyennes entreprises aux enjeux vécus par les communautés racisées, d'augmenter l'ouverture à la diversité des employeurs et des employés, de former les équipes de travail aux enjeux et aux questions d'inclusion, de diversité et d'équité, et notamment de lutter contre le racisme et toute forme de discrimination dans le milieu de travail. Le projet ID se compose de 3 volets. Donc, le premier volet de conférence panel, un deuxième volet d'activités expérientielles directement au milieu de travail dans les entreprises et la diffusion et la mise à disposition d'une boîte à outils en ligne. Donc, cette conférence dans laquelle vous participez aujourd'hui est la première d'une série de 9 conférences panel qui souhaitent rendre accessibles des pratiques innovantes et gagnantes pour l'inclusion, la diversité, l'équité culturelle dans les entreprises québécoises. Tout au long des prochains mois, nous mettrons à l'honneur des experts, des entreprises
des militants et des personnes qui, du fait de leur expérience, témoignages, conseils, auront quelque chose à nous dire, à nous apprendre, afin d'être mieux inclusifs et diversifiés dans nos équipes. Maintenant, je vais vous présenter les panélistes. Donc ce matin, pour pouvoir discuter sur notre sujet, nous avons fait appel à 4 panélistes que j'ai l'honneur de présenter ce matin. Donc nous avons tout d'abord Anne-Claudie Beaulieu. Anne-Claudie est bachelière en sexologie et présentement étudiante à la maîtrise en recherche et intervention en sexologie à l'UQAM, avec une spécialisation en culture, société, genre et sexualité. Elle complète une concentration en études féministes. Son projet de mémoire porte sur les expériences de racisme sexuel des femmes racisées qui s'identifient comme lesbiennes, gays ou bisexuelles dans le contexte de dating au Québec. Cette étude vise à documenter les manifestations du racisme et les rapports de domination qui surviennent au sein même des relations romantiques et sexuelles. Les intérêts de recherche d'Anne-Claudie portent également sur la diversité sexuelle et de genre, les approches inclusives, antiracistes et anti-oppressives en éducation à la sexualité, la prévention de la violence sexuelle, les impacts des troubles du comportement alimentaire sur la santé sexuelle et la grossophobie. Anne-Claudie est aussi auxiliaire d'enseignement, formatrice, intervenante psychosociale et cofondatrice du groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques du Québec, GCREAC. Le groupe d'entraide a été créé suite à une série d'incidents racistes envers la communauté asiatique au Québec et au Canada liés à la COVID-19. Ce site Internet offre des informations utiles pour dénoncer le racisme, prendre des actions concrètes afin de le combattre et fournir les ressources adéquates sur la santé mentale. Sa posture antiraciste et féministe, alliée à son militantisme, se manifeste donc au sein de ses travaux de recherche, ses interventions et son engagement social. Bonjour et bienvenue Anne-Claudie. Nous avons ensuite avec nous Michèle Jarnam-Huy. Michèle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia. Elle possède plus de 8 ans d'expertise en commerce international dans le soutien des petites et moyennes entreprises avec la plus grande institution financière du Québec. En 2017, elle a été élue la plus jeune conseillère municipale dans sa ville natale de Brossard, qui est l'une des municipalités les plus multiculturelles du Québec, et de ce fait devient également la première d'origine chinoise à accéder à ce poste. Reconnue comme étant rassembleuse, jamais timide, Michèle a toujours eu un état d'esprit solide pour saisir les nouvelles opportunités et les défis qui se sont présentés et qui se présentent encore à elle. Au cours des dernières années, elle a été présidente de la Commission de la diversité culturelle, membre du comité consultatif sur l'urbanisme et la démolition, et également de la Commission de l'environnement et du développement durable. Michèle continue de plaider en faveur d'un urbanisme inclusif et d'initiatives de politiques vertes au sein de la population active. Michèle a également siégé au conseil d'administration de la Young Chinese Professional Association, qui est l'association des jeunes professionnels chinois, propulsant les carrières de jeunes professionnels de la grande région de Montréal. Tout au long de sa carrière, Michèle a toujours mis à profit sa sensibilité à la diversité culturelle pour défendre, éduquer et inculquer la diversité sur toutes les plateformes. Elle croit sincèrement que les différences associées à un bon leadership et à une vision solide permettront de construire un avenir meilleur. Merci Michèle d'être avec nous ce matin. Ensuite, je vous présente Kelvin Mo. Kelvin est d'origine chinoise et est consultant senior en affaires et en gestion. Entrepreneur dans l'âme, il est le fondateur et président de 2 entreprises, Global Health Service Group, groupe service santé global, et BCMMO. Le groupe Service Santé Global est une firme spécialisée en santé du travail. GSSSG sont reconnus pour l'efficacité de leur gestion des dossiers d'invalidité, ainsi que pour les dossiers en intervention ergonomique et en surveillance médicale auprès du personnel d'entreprise. Sa deuxième entreprise est une firme multidisciplinaire qui vise à aider les entreprises d'ici et d'ailleurs à croître au-delà des frontières.
Elle offre plusieurs solutions d'affaires. Sa clientèle est composée de petites et moyennes entreprises opérant tant au niveau local qu'au niveau national et international. Kelvin détient un MBA pour cadre ainsi qu'un diplôme de deuxième cycle en intervention ergonomique dans les lieux de travail de l'UQAM, sans oublier un baccalauréat en sciences de la santé, un certificat en sécurité du travail de l'UDM. De plus, il a suivi des cours de deuxième cycle en Chine lorsqu'il travaillait dans le domaine des affaires et du marketing. En 2013, il a été sélectionné pour participer. Il a été sélectionné par Overseas Chinese Affairs Office and of the State Council pour participer à Pékin à une formation spéciale sur le développement économique chinois en compagnie d'autres entrepreneurs internationaux. Il est également président de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent, Mont-Royal, et président de Canada China SME. Bienvenue, Kelvin. Puis, pour terminer, nous avons Julie Tran, qui est avec nous, qui est candidate à la maîtrise en service social à l'Université d'Ottawa. Julie étudie principalement sur les enjeux de discrimination envers les femmes racisées, spécifiquement sur la charge émotionnelle et raciale. Avec 6 ans d'expérience en intervention sociale dans les milieux institutionnels et communautaires, elle a œuvré auprès de diverses clientèles vivant les enjeux suivants: problèmes de santé mentale, toxicomanie, problèmes avec la justice, troubles du développement, ainsi que le racisme et les violences faites aux femmes. Julie est également cofondatrice du groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec, où elle offre des rencontres de groupe pour parler de différents sujets liés à la santé mentale pour les communautés asiatiques. Les contributions de Julie ne sont pas passées inaperçues et celle-ci a été invitée à prendre parole dans plusieurs médias de grandes écoutes afin de mettre en lumière le racisme envers les communautés asiatiques. À travers son parcours professionnel, elle se spécialise en intervention interculturelle, anti-oppressive et antiraciste. Merci Julie, merci d'être parmi nous ce matin. Donc, bienvenue et merci à vous 4 d'être parmi nous ce matin. La conférence et l'échange d'aujourd'hui veut traiter les discriminations en matière d'emploi que peuvent vivre les personnes issues des communautés ethnoculturelles, que ce soit lors de recrutement ou au cours de leur carrière. Ce type de discrimination est parfois vécu comme un frein à leur évolution professionnelle, à la prise de poste à responsabilité et également à certaines fonctions de relations publiques. Dans les années 70, on parlait de ce type de discrimination en utilisant le terme de plafond de verre quand il s'agissait de femmes. Cette expression s'est au fur et à mesure étendue aux minorités ethnoculturelles. Pour commencer cette conférence, Anne-Claudie, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce qu'on entend sur plafond de verre et est-ce que vous pouvez mieux nous définir ce terme-là? Oui, tout à fait. Donc, je vais vous partager ma présentation que j'ai co-créée avec Julie Tran. Donc, c'est bon? Tout le monde voit? Super. Oui. Donc, juste avant de commencer, on prend pour acquis aujourd'hui que l'espace va être bienveillant pour dialoguer, échanger. Donc, vraiment, on met l'emphase là-dessus, l'importance de rester courtois et respectueux dans nos échanges, même si on a peut-être des opinions différentes. Aussi, comme il a été nommé, Julie et moi avons des positions assez critiques. Donc, par exemple, on reconnaît le racisme systémique et on a des approches féministes aussi. Par contre, aujourd'hui, ce ne sera pas ça le débat. Donc, on vient vraiment avec nous, notre bagage expérientiel et nos savoirs théoriques de nos formations. Mais quand même, le but, c'est vraiment de vous initier à ces sujets-là. Donc, simplement pour le nommer. Donc, rapidement, je vais vous présenter justement la définition du plafond de verre et tenter d'expliquer aussi, de comprendre avec vous qu'est-ce qui peut amener à l'émergence de ce plafond de verre et enfin les effets de celui-ci pour les femmes au sein des entreprises. Donc, d'une part, moi, je vais aborder un peu plus de façon générale les expériences des femmes au sein des entreprises pour mettre la table avec certaines notions plus de base théorique. Et Julie va
prendre cette première portion pour l'amener un peu plus loin avec les femmes racisées, donc les femmes asiatiques, et avec un format un peu plus aussi interactif, donc il va y avoir une certaine vidéo et des questions pour vous garder en haleine. Donc, premièrement, mais cette expression-là a été introduite à peu près il y a 20 ans, donc par des auteurs du Wall Street Journal qui ont décrit cette métaphore. Donc, c'est un phénomène qui va constituer une barrière invisible pour les femmes et les groupes minoritaires également, qui vont les empêcher de gravir les échelons de l'entreprise. C'est donc une expression qui illustre métaphoriquement cet effet de plafonnement au cours de la carrière, donc les difficultés qui vont freiner la mobilité ascendante des femmes dans ce contexte pour atteindre les hautes sphères organisationnelles. Puis si on regarde quelques statistiques, tout d'abord pour mettre la table, donc on voit qu'au sein de la liste très populaire des 500 plus grandes entreprises américaines, seulement 37 étaient des femmes PDG. Ensuite, parmi les 100 dirigeants les mieux payés au Canada, en 2020, seulement 4 étaient des femmes. Pourtant, on se rend compte que les entreprises qui ont des rendements plus élevés ont aussi plus de femmes à ces postes de direction. Donc, vraiment, les compagnies gagnent à engager davantage de femmes à des postes où elles vont pouvoir exercer un leadership. Et aussi, une donnée que je trouvais très intéressante, donc les femmes représentent seulement le quart des cadres supérieurs, mais la majorité des employés ont quand même l'impression que l'entreprise est inclusive. Donc, d'où la pertinence d'aller explorer un petit peu ces billets-là aujourd'hui et de voir comment on peut mettre en place des moyens pour favoriser l'intégration et la diversité au sein de nos employés dans les entreprises. Et donc, juste avant d'aller explorer un peu plus les éléments qui vont créer le plafond de verre, c'est important de s'attarder à quelques notions de base, simplement pour s'assurer que tout le monde a les mêmes connaissances pour comprendre un peu les liens qu'on peut faire entre les rapports sociaux et les dynamiques qui vont survenir entre les femmes et les hommes au sein des entreprises, puisqu'ils n'apparaissent pas de nulle part, mais c'est en fait un reflet un peu des inégalités et des injustices qui peuvent survenir dans la société plus en général. Donc, tout d'abord, le genre. Donc là, je pars un peu plus de loin, c'est sûr, avec mon bagage sexologique, mais quand même, je trouvais ça important de le nommer. Donc, ça fait vraiment plus référence à l'auto-identification. C'est généralement compris comme deux pôles, donc soit le masculin et le féminin. Et c'est vraiment le sentiment qui est ressenti par une personne par rapport à son identité. Pour les rôles de genre, ça se rapporte justement au comportement, aux attitudes, aux activités qui vont être attribuées spécifiquement aux femmes ou aux hommes. Puis ces rôles vont être déterminés par la socialisation genrée. Donc le fait d'être, comment on est éduqué nous en tant que femmes ou hommes et comment ça va venir nous impacter. Et ensuite, le stéréotype, donc c'est une image mentale qui va être normalisée, qui est partagée collectivement par les membres d'un groupe et qui va représenter souvent une opinion simpliste, une attitude préjudiciable ou un jugement non critique. Donc, on peut évidemment voir avec cet aspect-là un peu plus critique que le plafond de verre ne provient pas de nulle part. Certains vont essayer d'expliquer les différences entre les hommes et les femmes quant à leur comportement, quant à leur dynamique ensemble, par des explications biologiques. Moi, pour ma part, je vais les laisser un peu de côté aujourd'hui puisque ces différences-là dépassent simplement l'aspect génétique. Ils sont plutôt construites au sein de nos interactions à chaque jour au quotidien avec les autres et peuvent être renforcés justement par les normes sociales et par les stéréotypes qui sont souvent en vigueur. Donc, on se rend compte aussi que ces différences-là peuvent être perçues différemment selon les cultures et un contexte donné, d'où l'importance de considérer l'aspect plus social et les aspects structurels ou les normes culturelles qui peuvent jouer là-dessus. Donc, on se rend compte aussi que les différences de genre vont être acquises au sein de la vie dans différentes étapes, par exemple durant la scolarité et la vie professionnelle. Elles vont donc être basées sur la socialisation des individus. Donc, l'identité de chaque genre va se voir attribuer une certaine façon de se comporter. Donc, les rôles de genre, les comportements qu'on associe aux femmes ou aux hommes vont être de nature stéréotypée et peuvent être biaisés. De ce fait, les biais peuvent entraîner aussi la discrimination. Donc, les stéréotypes sexistes vont être le reflet justement de cette perception
qui peut être biaisé par rapport aux différences dans les traits de personnalité ou les comportements qu'on va associer de façon un peu plus stéréotypée aux femmes ou aux hommes. Donc, je vous donne des petits exemples parce que là, je sais que c'est très théorique. Donc, pour rendre ça un peu plus concret, on remarque vraiment deux grandes tendances de caractéristiques qui peuvent être associées à différents types de leadership pour les dirigeants d'entreprise, mais qui sont aussi très, très, très genrées. Donc, souvent, les caractéristiques associées aux hommes vont être beaucoup axées sur les résultats, la performance. On va associer l'affirmation, l'agentivité, l'ambition. Donc, beaucoup de suggestions pour répondre aux problèmes directement, alors que les caractéristiques davantage associées aux femmes, à la féminité, vont vraiment s'en éloigner. Donc, on peut même leur associer l'incompétence, la serviabilité, le fait d'être émotive, dévoué, sympathique. Donc, souvent, le leadership qu'on va leur attribuer de façon plus stéréotypée, ça va être justement leur compétence au niveau relationnel. Donc, considérant les effets du traitement différencié des femmes, il y a évidemment plusieurs barrières qui vont se dresser pour elles lorsqu'elles vont vouloir postuler pour des emplois. Donc, elles peuvent être diverses, ces barrières-là, donc au niveau social, structurel, organisationnel, culturel, politique, etc. Puis on se rend compte au sein de la littérature que les premières barrières rencontrées vont être reliées justement au processus d'engagement, donc plus particulièrement aux étapes de recrutement, de présélection et de sélection. Donc, ces barrières-là aussi peuvent découler de caractéristiques un peu plus individuelles. Donc, par exemple, les pratiques discriminatoires peuvent se manifester bien souvent de façon inconsciente, évidemment, puisqu'on intègre, on normalise certaines normes sociales, certains stéréotypes. Donc, c'est pas toujours évident d'être conscient de ça et d'être critique par rapport à ça. Donc, certaines pratiques discriminatoires peuvent se manifester, par exemple, par l'exigence d'une féminité ou la recherche d'un comportement typé, donc maternel chez les candidates à un poste de direction. Donc, vraiment, par exemple, de juger une femme plus froide, plus négativement. Donc, il y a comme ce double standard-là où on va s'attendre à la fois des caractéristiques de leadership efficaces, donc masculines, mais aussi de considérer cet aspect-là plus féminin, plus maternel. Une autre pratique discriminatoire peut se manifester par la discrimination indirecte, donc au cours du processus de sélection, par exemple par le choix de critères ou par certaines procédures qui peuvent exclure les candidatures des femmes. Dans cette période-là, il y a aussi beaucoup l'intervention de stéréotypes et de préjugés qui vont venir teinter. Donc, on va percevoir différemment les compétences des candidates, de sorte que le jugement va être différent selon le sexe, même s'il y a un même critère d'évaluation. Ensuite, il y a aussi des pratiques d'occultation des candidates, dont par exemple le fait d'abolir certaines fonctions, une non-féminisation du langage lorsqu'on fait des offres d'emploi, ce qui peut décourager de façon inconsciente certaines femmes, puisque beaucoup ne postulent pas pour des emplois même lorsqu'elles ont 100% des compétences. Donc, de garder ça en tête. Et enfin, certaines pratiques de discrimination systématique qui vont engendrer l'utilisation de critères qui vont tout le temps systématiquement exclure une catégorie sociale comme les femmes, par exemple. Donc, quels sont les effets justement du plafond de verre pour les femmes? Il y en a plusieurs et ça va impacter la carrière, évidemment. Donc, tout d'abord, j'ai nommé le traitement différencié. Il faut comprendre que les femmes vont rencontrer beaucoup d'obstacles au niveau de leur carrière. Donc, elles n'auront pas autant accès au même nombre de promotions où cela pourra leur prendre un temps encore plus important pour les atteindre. Aussi au niveau du salaire. Donc, on se rend compte que même encore en 2017, Statistique Canada nous disait que les femmes gagnaient 87 sous par heure pour chaque dollar gagné par les hommes. Ensuite aussi, j'avais parlé de la maternité plus tôt, donc tout ce qui concerne la parentalité, donc ça, c'est des enjeux qui vont être très centraux, qui vont être adressés même durant les entrevues avec les femmes, ce qui n'est pas toujours le cas pour les hommes. Donc, ça va devenir un sujet là, qui va sortir de la dimension du privé, mais vraiment qui va être
un certain élément qui peut même amener à discriminer certaines femmes, puisque cet aspect-là va être considéré, puisque cette attente sociale à ce que les femmes prennent ce congé-là. Puis aussi, on se rend compte que avec la culture organisationnelle et ses dirigeants, on associe souvent justement la fonction maternelle de façon incompatible avec les responsabilités, les engagements et la disponibilité que requièrent les postes de cadre, surtout ceux au niveau supérieur. Ensuite, au niveau de la perception de la performance, donc à la fois, les femmes vont se voir offrir moins d'opportunités, mais elles vont aussi faire face à des normes et des évaluations plus strictes, mais on va aussi reconnaître beaucoup moins leurs compétences, donc on va les comparativement aux hommes. Puis ensuite, au niveau de la perception du leadership, donc, elles peuvent être perçues de façon plus défavorable parce que le leadership est justement rarement une caractéristique qu'on associe à la féminité aux femmes. Donc, un même comportement peut être perçu plus négativement par la femme puisqu'elle doit constamment négocier ces attentes-là que les gens ont envers elle. Donc, en tant que femme, d'être souriante, sympathique, chaleureuse et en même temps assurer son rôle de cadre ou de gestionnaire. Donc, c'est vraiment deux identités très difficiles à réunir. Donc, cela amène justement une charge mentale importante, d'être constamment consciente de ce traitement-là ou de ces attentes sociales-là envers soi. Ça amène vraiment une hyper-vigilance et une conscience de soi au niveau des comportements, du leadership, mais également au niveau de l'apparence chez la femme. Donc, c'est aussi un autre enjeu de devoir correspondre à certaines normes de beauté tout en restant respectable, en guillemets. Donc, il y a vraiment cette tension-là aussi où même l'apparence physique va être un enjeu pour les femmes et leurs opportunités de carrière. De plus, on se rend compte que normaliser certains rapports inégaux au sein d'une entreprise peut vraiment mener à un environnement toxique de travail. Donc, le fait de ne pas nécessairement être critique par rapport à ça, ou de moins les voir, ça peut amener du sexisme, du harcèlement et même des inconduites sexuelles. Donc, évidemment, cette charge mentale-là est un contexte qui peut être ressenti comme étant peu safe, peu bienveillant pour la femme, peut vraiment donc nuire à la santé mentale de ces dernières. Et ensuite, un dernier élément que je trouvais très important à nommer, c'est le glass cliff. Donc, comment je peux le traduire? Je dirais le précipice de glace. Donc, ça fait référence justement au plafond de verre dont on parlait. Donc, c'est de prendre conscience que souvent les femmes et les personnes racisées, lorsqu'elles vont avoir des postes de direction, ça va être davantage pour des compagnies plus à risque, qui performent un peu moins bien, qui ont des moins bons rendements. Donc, c'est un peu un cercle vicieux où les femmes ou les personnes racisées donc, peuvent être blâmées pour l'échec de la compagnie, alors que la compagnie, dès le départ, elle ne performait pas bien. Donc, il y a comme cet amalgame-là, cette association-là qui est biaisée, qui va se faire, et aussi sont beaucoup plus à risque d'être remplacées par justement des collègues blancs, donc des hommes blancs plutôt, ce qui renforce cette idée que les femmes et les femmes asiatiques sont encore moins compétentes. Donc, c'était tout pour ma part. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Julie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée pour le panel d'aujourd'hui. Puis vraiment, merci beaucoup à toi, Anne-Claudie, de mettre les balises pour pouvoir parler par la suite sur les discriminations, de comment les communautés asiatiques peuvent vivre. Et donc, pourquoi on a décidé de parler justement du plafond de verre? C'était pour mettre justement de l'avant un peu plus ce concept de plafond de bambou, qui va vraiment avoir des effets réels chez les communautés asiatiques. Et donc, le terme bamboo ceiling, qu'on le traduit comme étant le plafond de bambou, a été inventé par l'auteur Jung Hyun dans son livre Breaking the Bamboo Ceiling, Career Strategies for Asians en 2005, afin de caractériser les obstacles au développement professionnel auxquels les personnes d'origine asiatique rencontrent pour atteindre les échelons supérieurs du leadership et de la gestion. Donc, ils ont vraiment défini comme quoi que malheureusement, les personnes asiatiques peuvent être bloquées au niveau dans leur avancement professionnel et dans le développement de leur carrière, dû vraiment à des stéréotypes
liées avec leur identité ethnique. Et donc, beaucoup justement de statistiques ont été ressorties que plusieurs personnes asiatiques ont plusieurs diplômes d'études supérieures, ils sont même surdiplômés. Par contre, ils ne seront pas capables d'atteindre à avoir des positions de leadership ou justement avoir une position de cadre. Et même dans l'organisme, ils peuvent même vivre des discriminations basées sur des stéréotypes que les communautés asiatiques peuvent vivre. Et donc, on comprend justement que le plafond de Pombo est vraiment un retombé de ce fameux stéréotype de mythe de la minorité modèle, probablement quelque chose que vous avez entendu récemment dans les médias et vraiment qui a été dénoncé beaucoup depuis la pandémie par les comités asiatiques. Et donc, quel est ce fameux mythe de la minorité modèle? C'est vraiment une image de succès des personnes d'origine asiatique, que celles-ci n'éprouvent pas de difficultés et où ils sont exempts de problèmes, que les Asiatiques travaillent vraiment dur, qui réussissent très bien et qui n'ont aucun problème. Et donc, c'est vraiment beaucoup de success stories qu'on met de l'avant, que les expériences des personnes immigrantes asiatiques, ils ont vraiment des belles réussites. Par contre, ça va beaucoup invisibiliser certaines histoires moins réussies et voir justement invisibiliser certaines discriminations, par exemple les enjeux de pauvreté parmi certains groupes asiatiques, certains problèmes de santé mentale ou physique, des disparités de revenus, etc. Et donc, souvent, ce stéréotype-là va vraiment créer cette image comme si les personnes asiatiques étaient apolitiques. Et pourtant, on a quand même Michel aujourd'hui au panel qui est dans le milieu politique. C'est vraiment un bon exemple de démontrer que les personnes asiatiques ont leur identité même est très politique. Et donc, le fait justement que ces stéréotypes existent, c'est vraiment pour créer cette image-là qu'ils ne font pas partie dans cette discussion publique au niveau des droits civils, au niveau des actions positives, au niveau des accès de soins de santé mentale, etc. Et pour le prochain PowerPoint, je voulais parler justement au niveau du racisme. Malheureusement, encore aujourd'hui dans la société, on a des préjugés qui peuvent engendrer un racisme masqué, qu'on appelle également un racisme ordinaire. C'est important de vous mentionner que quand on parle du concept de la race, ce n'est pas une perspective essentialiste, ce n'est pas lié avec des faits biologiques, que ce n'est pas une question aux couleurs de la peau, mais c'est vraiment une construction que la société a créée pour parler de ces différences ethnies-là, de culture, etc. Et que en étant dans cette appartenance de ce groupe, par exemple des communautés asiatiques, ça peut activer certaines égalités sociales au sein même de la société, voire même dans un organisme. Parce que si aujourd'hui, nous sommes 6 panélistes, au total 19 participants, on représente une forme de micro-société. Et donc, entre nous, il va y avoir une forme de disparition de pouvoir. Anne-Claudie a mis des balises par rapport avec le genre, la différence entre les hommes et les femmes. Donc, c'est autant la même chose avec les personnes racisées et non racisées. Et donc, comme je l'ai nommé, ce fameux stéréotype-là peut créer certains préjugés liés à la culture de la personne au niveau de son pays d'origine. Donc, vraiment des idées préconçues sur les capacités des uns et des autres selon leur ethnicité, la race et le genre. Donc, si on a vu comment une femme peut avoir certains préjugés sexistes, donc déjà, si on est une femme, on est discriminé par rapport avec notre genre. Donc, si on rajoute le concept de la race, donc une femme asiatique, bien, elle est quand même doublement, ce croisement-là peut former cette forme de préjugés, cette forme justement de racisme genré qu'elle peut vivre. Et autant les hommes asiatiques peuvent vivre des discriminations liées vraiment au fait qu'il peut être vu comme justement pas assez masculin, qu'ils n'ont pas meilleur leadership, etc. C'est ce qui est totalement faux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de préjugés et de racisme. Et donc, ce racisme masqué-là peut être difficile et être nommé. Certains d'entre nous veulent dire qu'ils ne sont pas capables de nécessairement mettre des mots dessus, mais le ressenti est réel parce qu'ils voient qu'il y a un non-verbal qui est différent. Des fois, dans les échanges, il y a une forme d'impolitesse, un manque de courtoisie et il y a beaucoup de re-questionnements. Est-ce que cette fameuse question, est-ce que je suis folle, entre guillemets, est-ce que je le vis réellement, cette discrimination-là? Est-ce que c'est moi qui l'invente? Et malheureusement, quand on est dans un milieu où il n'y a pas nécessairement une autre personne racisée ou asiatique, on ne peut pas vraiment se confirmer cela parce qu'on n'a personne avec qui on peut échanger, qu'on se sent assez sécuritaire pour pouvoir en parler.
Et donc, il faut comprendre que le racisme, c'est justement dû à ces préjugés-là, c'est extrêmement contagieux. Donc, c'est des idées, des valeurs, des croyances qui se transmettent de personne en personne. On n'est pas né raciste, c'est vraiment à force de voir des messages, de vraiment échanger avec des personnes qui ont des préjugés qu'on va intérioriser ça. Donc, admettons, si quelqu'un dit toujours, une personne asiatique, c'est tellement travaillant, ils sont tellement bons et intelligents, et qu'on ne correspond pas malheureusement à cette forme de préjugés-là. N'importe qui peut être intelligent, n'importe qui peut vraiment travailler fort, mais on pense que tous les Asiatiques sont bons, maths sont bons, ci, sont bons en cela. Ça peut vraiment être néfaste au niveau de la santé mentale parce que si cette personne ne correspond pas à cette catégorie, elle peut justement se faire rejeter. Et donc, ça peut vraiment avoir des conséquences assez réelles par rapport au niveau de sa santé mentale. Et je voulais offrir au prochain PowerPoint un témoignage d'une femme asiatique, justement, que j'ai été référée à la suite que celle-ci a parlé publiquement, qu'elle a témoigné les discriminations qu'elle a vécues dans son milieu de travail. Et j'ai été référée par la suite pour, on me l'a référée pour que je puisse justement l'accompagner à trouver des services d'aide qui vont vraiment correspondre selon à ses besoins. Donc, celle-ci a nommé « I feel there's a lot of discrimination and harassment at work. A few years ago, I was sick and the manager did not allow me to see the doctor. I finally saw him and I got a sick leave. They kept trying to terminate my employment. I don't know, I just feel like when I come back, instead of getting health support, they keep threatening to fire me. I worked for the institution for more than 10 years. I have 2 master's degrees and I never get a promotion, although I have fully qualified education experience. According to my experience, I should be in a position hiring manager and director, but they said, I don't have a position for you. I don't know if they are lying or not. I have a feeling that they are just trying to use me to produce so much at work. How hard I work is never be good enough for them. They never give me any positive feedback. So it's a huge stress. I just feel like discrimination, and harassment, but I know I cannot trust anyone. I try to let the syndicat to get involved and things get worse. So in order to survive, I just can't. I just do the work and say nothing, Donc, c'est vraiment été un cri d'alerte de cette femme-là qu'on voit qu'elle nomme que malgré qu'elle a des qualifications pour une position de leadership, pour pouvoir monter les échelons, elle a vécu ce fameux bamboo ceiling, ce fameux plafond de bambou, puis que justement, dans son histoire, elle raconte qu'elle a dû vivre justement un sick leave, elle a dû quitter pour un congé de maladie. Et cela, elle n'a pas pu répondre à ce fameux stéréotype de minorité modèle, qu'elle a vécu un problème et ça a vraiment eu des conséquences par la suite avec son milieu de travail, que c'est devenu assez toxique pour elle, que ça a été très difficile au niveau sur sa santé mentale. Et donc, c'est là qu'on voit vraiment comment le bamboo ceiling a des impacts réels chez des personnes asiatiques. J'ai donné cet extrait d'exemple de femmes parce qu'il y a plusieurs femmes, dans mes études, justement, quand j'étudie sur la discrimination asiatique, je parle beaucoup des femmes, mais ça peut être aussi une réalité chez les hommes asiatiques également. Pour moi, c'était vraiment important de le nommer. Et donc, au prochain PowerPoint, j'ai envie de vous faire écouter une vidéo. Et dans cette vidéo-là, ça va vraiment être plus l'expérience d'une femme noire. Par contre, il faut comprendre que c'est une étude qui a été faite par l'organisme COCO avec la collaboration avec des chercheurs à l'université. Et ceux-ci ont vraiment pu démontrer certaines formes de dynamique que celle-ci peut vivre lorsqu'elle est intégrée dans un nouveau milieu de travail, mais c'est la seule femme racisée à l'intérieur. Et donc, je voulais que, quand vous écoutez cette vidéo, est-ce que de vraiment poser vos questions comme quelle dynamique avez-vous remarqué dans l'exemple de cette étude de cas? Quelles sont les conséquences sur l'état psychologique de la personne racisée? Et que pensez-vous de la réaction des ressources humaines et de la direction? Donc, je sais qu'Anne, tu es en train de faire toute la technologie, donc je te remercie pour ça. Donc, Oui. Elle décroche un poste permanent dans un organisme communautaire local qui œuvre à l'appui des mères célibataires. Ses premières semaines sont exigeantes et motivantes. Elle se sent bienvenue. Elle a des relations cordiales avec ses collègues qui sont majoritairement blancs
et elle est passionnée par son travail. Après quelques semaines, elle commence à constater que certaines dynamiques créent chez elle un inconfort. Iman se questionne. Suis-je la recrue symbolique de la diversité? Ou est-ce que j'ai été embauchée pour mes compétences et mon expérience? Chaque nouvelle cliente racisée est automatiquement référée à Iman. Un autre jour, alors qu'Iman discute avec une autre collègue de couleur, une collègue blanche passe à côté et réplique « Je dois être au bureau de la diversité culturelle ». Dans les rencontres d'équipe, souvent ces idées ne sont pas prises au sérieux ou sont écartées sans considération. Elle est infantilisée par ses collègues. Quand elle essaie de s'affirmer, ses collègues lui disent de se calmer et qu'elle n'a pas besoin d'être aussi agressive. Iman décide d'en parler avec les ressources humaines afin de trouver des stratégies pour adresser ses expériences. Après tout, la coordinatrice aux ressources humaines lui a proposé à plusieurs reprises de venir la voir si elle voulait avoir une conversation confidentielle, peu importe le problème. La coordinatrice aux ressources humaines lui répondit « Mais ce n'est pas possible. Nous sommes un organisme communautaire. Personne de notre équipe ne voudrait blesser qui que ce soit. Tu es trop sensible. Notre environnement de travail a toujours été accueillant envers tout le monde. Les autres employés immigrants n'ont jamais porté plainte. Comment peux-tu dire qu'il y a des dynamiques racistes ici? On interprète fréquemment mon comportement comme vexé ou agressive. Je me retrouve souvent dans des situations où je suis très soucieuse de la manière dont je suis perçue. Je dois tellement compenser que je compromets ce que j'essaie vraiment d'accomplir, pensa Iman. Dans les jours qui suivent, la coordinatrice des ressources humaines discuta du cas d'Iman avec la directeure générale. Le directeur convoqua une rencontre avec Iman. Le directeur général lui dit « Il y a peut-être des dynamiques problématiques de temps en temps, mais personne ne fait exprès et personne ne veut être blessant. C'est un manque d'éducation. Pourrais-tu nous offrir une formation sur la diversité et l'inclusion ?» Iman ressentit beaucoup d'anxiété. Elle est très familière avec cette dynamique car elle travaille dans le domaine depuis plus de 10 ans. Souvent, les organismes parlent de l'importance d'embaucher des personnes de couleur. Mais une fois embauchés, on se retrouve sans soutien et sans ressources. On est obligé de se conformer au moule qui nous rend acceptables aux intérêts de l'organisme. Au cours des prochaines semaines, Iman assume la responsabilité d'organiser les sessions de formation et convoque les rencontres de discussion avec ses collègues au sujet des dynamiques actuelles et des micro-agressions raciales. Au début, il semblait y avoir une certaine ouverture. Mais avec le temps, Iman constata que les micro-agressions ne cessaient d'arriver. De plus, l'équipe s'attend toujours à ce que Iman continue de répondre aux questions reliées à la diversité et à la race, même en dehors des heures de travail. Même si tu n'aimes pas cet emploi, c'est sans issue. J'en ai besoin pour subvenir aux besoins de ma famille, pensa-t-elle. Quand quelqu'un dit quelque chose de raciste dans la rue, on peut toujours traverser. Mais ce n'est pas aussi facile de changer d'emploi. On est un peu prisonnière de notre employeur. Aujourd'hui, notre histoire reprend. Comme vous avez vu, ça a été un petit exemple de le parcours d'une personne racisée, ce qu'elle pourrait vivre malheureusement si elle est dans une équipe, souvent qu'elle est minoritaire au sein même. Et cela peut vraiment créer certaines formes de conséquences qu'elle peut vivre. On a vu que c'est peut-être pas nécessairement une femme asiatique ou une personne asiatique, mais toutefois, cette expérience-là est quand même assez commune malgré tout avec les différentes communautés racisées. Et donc, certaines personnes asiatiques pourraient vivre ces mêmes types d'expériences-là ou les mêmes conséquences psychologiques. Donc, j'ai mis une image que, tu sais, ça, vous pouvez aller chercher dans l'organisme Coco, qui est vraiment un organisme spécialisé qui peut offrir des informations, tu sais, par rapport avec l'anti-oppressive, anti-raciste. Si vous cherchez peut-être à modifier peut-être quelle politique que vous devez changer même dans votre milieu, je vous invite vraiment beaucoup à aller voir leur site Internet. C'est merveilleux le travail de qu'est-ce qu'ils font. Et leurs études ont vraiment allé chercher c'est quoi justement cette forme de dynamique-là, de problème qu'une femme racisée peut rencontrer dans son milieu de travail. Donc, tu sais, comme on a vu dans la vidéo, celle-ci, elle rentre dans un organisme de travail, qu'elle a été embauchée et ça commence par être une lune de miel et celle-ci a-t-il des bons dynamiques avec ses collègues de travail, mais il y a beaucoup de re-questionnements, tu sais, le fait qu'elle est tout seule, il y a un fameux, tu sais, tokenisme. Est-ce qu'elle a été embauchée juste parce que c'est une femme racisée ou on ne reconnaît pas ses compétences? Et donc, ce fameux tokenisme-là, on l'a entendu beaucoup aussi depuis la dernière année, ce concept. C'est vraiment un concept pour définir qu'une personne d'un groupe
minoritaire au sein même d'un organisme. Et donc, la personne est souvent seule dans son groupe ou que la représentation numérique, donc le nombre de personnes dans l'organisme, est est très, très faible, donc c'est sous-représenté. Et donc, il faut comprendre que souvent, ils vont être embauchés juste sur le fait pour répondre à une case, de cocher, de dire qu'on a embauché une personne de la minorité visible d'une différente ethnie. Et donc, il faut comprendre que c'est important quand on embauche une personne, c'est pas justement de valoriser cette diversité-là, il faut quand même mettre des choses en place pour pouvoir l'accueillir. Parce que quand on a vu dans son parcours à la suite avec ses collègues de travail, l'ambiance que ça peut créer quand elle est allée voir les ressources humaines pour discuter de ces problématiques qu'elle a rencontrées ou voir à la direction, on voit que finalement, ceci n'a pas été écouté. Et donc, il y a eu quand même des conséquences assez sur le plan psychologique. Par exemple, celle-ci est moins satisfaite dans son milieu de travail. Il y a vraiment ce sentiment d'être seulement un jeton, de seulement être un pion et de devoir toujours représenter le groupe ethnique. Cette fameuse charge mentale-là qu'on a parlé tantôt, de se réquestionner sur ses propres expériences de discrimination, est-ce qu'on l'a vécu ou pas, et malheureusement qu'il n'y a pas d'espace sécuritaire nécessairement pour partager avec une autre personne de confiance, on pourrait se sentir validé dans nos expériences. Et donc, après avoir présenté tout ça, c'est sûr que des fois, on a une petite crise de panique, on est comme, oh mon Dieu, je ne veux pas être raciste, je n'ai pas envie de créer cette forme de discrimination-là, cette forme de dynamique, donc qu'est-ce que je peux faire? Au-delà de juste embaucher une personne, c'est important de comprendre que malheureusement, toute structure peut provoquer un racisme. Et donc, c'est la manifestation il sera différent. Et donc, c'est important quand on analyse dans notre milieu de travail de voir est-ce qu'il y a des signes de racisme qui se manifestent? Est-ce qu'on a des préjugés qui sont inconscients dans l'organisme, que peut-être que c'est caché, qu'il y a des politiques justement qui n'ont pas cette reconnaissance-là par rapport avec les valeurs de la communauté asiatique. Par exemple, se poser la question, est-ce que les commentaires indiquent que les minorités sont moins autant qualifiées qu'une personne blanche, une personne de la majorité? Est-ce que le milieu de travail subit-il une pression de devoir toujours embaucher une minorité, de chercher la fameuse personne qui pourrait correspondre à notre milieu de travail? Et ça, c'est des petits exemples peut-être de questionnements à se poser. Et c'est aussi important de reconnaître les effets néfastes que le racisme ordinaire peut avoir sur une personne racisée, sur sa charge mentale, comme on l'a montré tout à l'heure, et vraiment reconnaître que son identité raciale, par exemple, identité asiatique, va vraiment avoir un effet sur sa réalité, sur ses comportements qu'il pourra avoir. Par exemple, un exemple de hier, quand Anne-Claudie et moi, on a partagé dans un panel avec une autre conférencière, elle disait que, par exemple, quand elle était invitée à souper, elle avait amené des plats, des repas asiatiques. Mais nous, dans notre culture, c'est une forme de gratification pour dire de remercier, de dire merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente, c'est vraiment apprécié. Puis voici ma forme de reconnaissance que je te l'offre. Malheureusement, la personne qui était non asiatique, celle-ci a pris ça comme vraiment une insulte. Que, par exemple, le fait qu'elle a amené sa nourriture, c'était vraiment, elle a imposé justement, que c'est un genre de manque de digne de confiance au niveau de la nourriture qu'elle a amenée, justement, qu'elle a cuisiné pour cette personne-là. Et donc, ça a été vraiment mal compris, cette valeur culturelle dans cet échange interactif, interpersonnel. Et donc, même si on nomme qu'on a une bonne intention, la bonne intention n'est jamais suffisante pour garantir l'égalité des chances et ceci ne garantira pas nécessairement l'égalité de traitement. Donc, pour moi, je terminerai ça, ma présentation aujourd'hui par rapport à cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander tout à l'heure ou sinon nous écrire. Je tiens à vous remercier vraiment de nous offrir cet espace de parole-là au nom du GCREAC. Nous sommes 3 cofondatrices aujourd'hui que Sarah Lee Côté n'a pas pu être présente, qui est aussi une autre qui travaille auprès de nous, que celle-ci est vraiment dans le milieu du droit du travail. Puis si vous voulez nous rejoindre dans notre lutte, vous pouvez toujours vous abonner avec notre groupe Facebook, ça s'appelle le groupe d'entraide contre le racisme envers les Asiatiques au Québec, ou même nous écrire à cette adresse de courriel si vous avez des questionnements, vous voulez avoir des échanges ou que vous voulez peut-être collaborer, ça va nous faire vraiment plaisir. Donc, merci pour votre écoute, puis
j'espère que ça a pu répondre à certaines questions ou que ça peut peut-être mettre en lumière peut-être différentes situations ou peut-être questionnements que vous avez eus. Merci beaucoup. Merci Anne-Claudie, merci Julie de nous avoir mis en contexte, de nous avoir expliqué les stéréotypes liés, en tout cas les stéréotypes que peuvent vivre les personnes issues des communautés asiatiques, pour casser ces barrières invisibles mais qui sont tout de même présentes. Je pose la question à Kelvin, à Michel. Qu'est-ce que les gestionnaires d'entreprises peuvent mettre en place pour favoriser l'évolution de carrière de leurs employés issus des communautés asiatiques? Michel, tu vois. Est-ce que c'est Michel ou c'est moi? Vas-y, Michel. Merci Kevin. Merci encore pour l'invitation, mais aussi pour l'organisation. Je pense qu'on a une très belle présentation de Anne-Claudie et Julie. Donc, en termes de qu'est-ce que les entrepreneurs pourraient faire, ça, c'est ce que je recommande également à mes clients, à mes partenaires. Donc, vraiment, encourager, par exemple, les abonnements au Chambre de commerce culturel du Québec. Il y en a beaucoup. Je pense que ton micro, Michel, ça vous entend mal avec le micro. Oui, peut-être qu'il faut enlever ton micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Est-ce que c'est mieux? Juste quand vous bougez, en fait, je pense. Ouais. Parfait, parfait. J'ai mes choses. Donc, oui, comme je disais, dans le fond, personnellement, je pense qu'il y a des méthodes conventionnelles puis il y a des méthodes non conventionnelles. Donc, si on commence avec des méthodes un peu plus conventionnelles, il y a toujours des chambres de commerce culturelles que vous pouvez voir, que vous pouvez encourager à vos employés et à vos gestionnaires de participer. Bien sûr, idéalement payé par l'entreprise. Mais aussi, je pense que quelque chose de très important, c'est la participation des entreprises à des événements culturels. Par exemple, dans les mois de janvier ou février, on a le Nouvel An lunaire que vous connaissez sûrement, où beaucoup d'entreprises soit participent à des événements ou même juste un courriel un peu moins informel pour vraiment démontrer que l'entreprise partage cette connaissance ou cette importance de culture-là, de vraiment souligner ça. Je pense un des plus importants, un peu plus naturel, c'est vraiment démontrer l'intérêt envers la culture asiatique. Pas juste, dans le fond, embaucher quelqu'un juste pour le token, comme on avait mentionné, mais vraiment de connaître, dans le fond, un peu plus dans la culture asiatique et aussi dans les différentes, dans le RH, dans le marketing, d'être un peu plus sensible à tout cela. Comme on avait vu dans les vidéos, qu'est-ce qui m'a vraiment également recherché, c'est des comités culturels. Pas juste avec une personne de l'employé de cette ethnique-là, mais aussi d'avoir un comité plus avec des employés de différentes cultures pour justement discuter de la pertinence, comment intégrer la diversité culturelle à l'intérieur, au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est des méthodes, personnellement, je pense qu'un peu plus conventionnelles pour supporter, pour encourager vos employés à l'intérieur, pour démontrer que vous êtes là, oui, comme employeur, mais également comme une entreprise dévouée qui est là pour le bien-être de ses employés. Et pour nous, dans le fond, je parle au nom des employés asiatiques, ça nous démontre qu'on ne travaille pas juste pour un salaire, on travaille vraiment pour l'entreprise, pour les valeurs qu'on partage. Pour cela, je pense que ça peut nous apporter vraiment d'être plus, je peux utiliser le mot dévoué, mais d'être dévoué à l'entreprise pour ce travail-là. Donc ça pourrait être des exemples concrets que moi j'ai vécu, que moi j'ai partagé à des entreprises et qu'ils utilisent, puis que je vois que ça fonctionne très bien. Je vais passer la parole à Kelvin si vous avez d'autres choses à ajouter pour qu'est-ce que les gestionnaires peuvent faire pour les employés, justement. Merci, Michel. Merci à tout le monde. Je pense que le fait d'avoir ce genre de tribune, c'est déjà en plus. Avec tous les faits qu'Anne-Claudie et Julie nous présentaient ça, je trouvais c'est malheureux là, que l'humanité se trouve encore à stéréotypiser les gens. Puis, si on parlait de la technologie, on a toujours la version s'améliorer, mise à jour. Parce que dans les entreprises, on parle beaucoup, le 4.0, il faut que les entreprises arrivent à être connectées avec toutes sortes de technologies pour aller plus vite, moins de défaillants, plus d'efficacité. Mais lorsqu'on parle d'être humain, on est toujours
à répéter les mêmes histoires. C'est vraiment plate. Pourtant, nous sommes un être intelligent sur la planète. On peut inventer, on peut créer, on peut tout faire des choses les plus heureuses dans cette planète verte-là, mais malheureusement, on a trouvé toujours à oppresser des gens, trouver ça malheureux, là, parce que la technologie, dans la version, n'importe quelle version, on a toujours la version que ce soit Word, que ce soit des iPads, des téléphones, on veut toujours s'améliorer. Je pense que ce qui est important pour nous, comme l'être humain, il faut toujours voir qu'est-ce qu'on peut faire de sorte de comprendre un peu c'est quoi l'équipe de travail. Les cultures sont différentes. Si, comme gestionnaire, comme l'organisation, si on peut les chercher les compétences de ces gens-là, justement, de faire en sorte que ces compétences soient utilisées, parce que c'est une façon de les valoriser. En ce moment-ci, comme vous voyez, c'est un peu maniaque des sports comme des hockey, mais de nos jours, vous voyez un peu dans les bonnes organisations, des bonnes pratiques, on voit que même dans des lignes majeures, des baseball, que ce soit dans des lignes nationales de hockey, on embauche des femmes, pour répondre à Anne-Claudie, on reçoit des femmes parce qu'on sait qu'avec des femmes, eux, ils amènent une touche qui est différente que les hommes. Il faut aussi aller chercher plus d'auditoire, comme par exemple dans les réseaux sportifs. On voit de plus en plus des femmes faire des commentaires, donner des opinions, parce que des bonnes pratiques, parce qu'eux, ils savent que si on n'a pas de femmes, on attire moins des auditoires, donc moins des clients, moins des publicités à vendre. Le but, c'est que dans les bons organismes qui ont des bonnes pratiques, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont compris, comme basé sur les études, comme vous avez fait, Julie et Anne-Claudine. Je me souviens, pendant mes études dans le MBA 4, on a montré une équipe qui est compétente, une équipe qui est innovante, une équipe capable d'obtenir des résultats. Ce sont une équipe où c'est composé des gens de différentes cultures. Parce que mieux comprendre les cultures des autres, mieux comprendre, on est capable d'avoir un produit qui est solide, on est capable de chercher plus de clientèle. Comme vous savez, en ce moment-ci, le centre économique mondial se déploie de plus en plus vers l'océan Atlantique. On sait que c'est 250 ans, le centre économique, c'est pas mal ici, l'Amérique du Nord. Mais de plus en plus, on traverse l'océan un peu, on s'en va en Europe. Là, on s'en va graduellement dans la région de l'Asie-Pacifique. Ça fait quoi? Ça fait que maintenant, c'est que ces pays-là, ils ont aussi la demande côté des champs commerciaux. Ça fait qu'en tant que PME ici, si vous avez des employés de différentes cultures, que ce soit asiatique, déjà, ces gens-là sont polyglottes. Déjà en plus, là, vous voyez ça. Puis en plus, ces gens-là ont aussi un background, connaissent bien la culture d'origine de leurs grands-parents. Sûrement, ils savent comment aider les PME ici au Québec, au Canada, de mieux utiliser pour justement de mieux répondre. Je peux vous donner des exemples comme actuellement au PME, comme vous savez, au PME au Québec, souvent on manque beaucoup de cash flow. On n'a pas beaucoup d'argent. Souvent, beaucoup de PME vivent aussi sur ligne de crédit, avec des banques, les moments difficiles. Ça arrive qu'on doit vivre de les crédits parce que le moment difficile, puis après ça, lorsqu'on fait des affaires, on peut faire des profits. Beaucoup de PME, avec le COVID actuellement, vivent le moment très difficile. Heureusement, nous avons nos aides gouvernementales qui aident ces gens-là à mieux respirer. Si on garde une façon plus claire aux PME, c'est sûr que ce que je peux voir dans quelques cas que j'interviens, beaucoup de PME, ils n'ont pas vraiment une équipe sur place pour accueillir les différentes cultures pour travailler. Bien, moi, je pense qu'avec ce que je viens de vous présenter, il faut que les gestionnaires commencent à recruter ces gens-là, commencer aussi de donner de l'opportunité à ces gens-là. Teste-le, les postes des cadres, peut-être des cadres intermédiaires pour voir qu'est-ce qui peut amener. Ce que je peux voir dans les PME, souvent,
on ne fait pas beaucoup des profits des PME, souvent dans des manufacturiers, souvent ils achètent des matières premières par les gros distributeurs pan-canadiennes, puis après ça, il faut qu'ils mettent en place les produits avec les matières premières achetées. Là. Et après ça, ils vendent souvent à la fin de l'année des bénéfices peut-être 5-6%. C'est que souvent, ces gens-là, les PME, ils n'ont pas des contacts peut-être plus internationaux pour trouver d'autres fournisseurs qui peuvent vendre beaucoup moins cher, le même produit, la même qualité des produits. Là. Il ne faut pas aller chercher des produits qui sont moins chers, mais la qualité, c'est pas respecté. Ben, ce qu'on peut, c'est que ces gens-là, que c'est la communauté culturelle, ils peuvent aller chercher dans les réseaux internationaux pour trouver le même produit qui peut rentrer. Puis les PME, des fois, peuvent dégager peut-être 10% de plus, 20% de plus. À la fin de l'année, si on dégage à peu près 25% des profits pour un PME, c'est beaucoup. Tout le monde va être heureux, on va avoir meilleure paye, on va avoir un pâté Noël où tout le monde amène moins de nourriture de chaque culture. On peut acheter, que ce soit plus des dindes, plus des scies, on va fêter la façon la plus québécoise possible ou le plus canadienne possible. Ça fait que moi, je pense que l'économie change maintenant parce que si on gardait ça il y avait 30, 40 ans, c'est sûr que tout ce qui est l'Asie, tout ce qui est l'Afrique, c'est pas vraiment développé, c'est pas vraiment en demande à nos produits canadiens, québécois. Mais de nos jours, le monde change. Ça fait qu'en tant que PME au Québec, nous sommes 8 millions. Total au Canada, moins que 40 millions. Si on utilisait ces gens-là, qui sont polyglottes, qui sont scolarisés, je pense que le Québec en est sorti gagnant parce qu'il faut vraiment utiliser ces gens-là parce qu'ils ont des compétences comme Michel, vous voyez, c'est un jeune maman, c'est un jeune professionnel qui a le talent, elle peut faire des choses. C'est un exemple parfait. Comme moi-même, comme je vous dis, en tant que président de la Chambre de commerce à Mont-Royal, j'ai pu observer, c'est sûr que la comité mis en nomination, des fois, il peut mettre en doute certaines capacités, tu sais, asiatiques, d'origine chinoise, puis comme vous savez que des fois, avec les tensions de l'Asie, puis tu sais, le monde occidental, oriental, des fois, ils ont peut-être certaines inquiétudes. Je pense que c'est normal pour l'être humain. Mais à un moment donné, il faut parler avec ces gens-là. Il faut faire des efforts pour dire que, écoute, là, j'ai un background ici, j'ai fait toutes mes études ici, puis c'est sûr qu'à l'extérieur, vous me voyez comme un Asiatique. C'est normal parce que c'est justement la différence fait la richesse. Mais maintenant, ils ont essayé, puis ce que je peux amener avec mes réseaux, tout ça, l'équipe semble très satisfaite, comprenez? Ça fait que dernièrement, je vais occuper la 3e mandat pour cette chambre-là. C'est quand même correct. Tu sais, les gens sont acceptés, j'amène ce que je peux amener. C'est sûr que d'autres présidents amènent d'autres volets. Moi, c'est sûr que c'est le côté international. J'ai amené, aider les entreprises à voir plus grand. Puis comme je vous dis tout à l'heure, beaucoup de PME sont capables de faire plus de profits parce qu'utiliser ces gens-là pour avoir des contacts avec la langue, avec la culture, tu sais, la différente culture que Julie a parlé, parce que des fois, faire des affaires avec notre pays, l'incompréhension en culture peut amener une catastrophe. Souvent, si on permet à ces gens-là d'intervenir, de mieux comprendre, ça peut tourner en success story. Tu sais, c'est pour ça que je vous dis qu'au Québec, au Canada, en essence, on a des bassins, l'immigration arrive de tout, partout. Puis ces gens-là sont scolarisés. Il faut utiliser. Si les organiques qui n'ont pas de bonnes pratiques, s'ils ne commencent pas à questionner comment on l'intégrer les talents, parce que ça prend des talents, parce que c'est ça le résultat. S'ils n'intègrent pas ces talents-là, c'est eux le perdant. Ils peuvent continuer à ignorer, fermer les yeux, mais le monde change. Le monde change parce que l'achat, le pouvoir, le monde change. Ça fait qu'il faut que ces gens-là commencent à ouvrir davantage, à essayer. Vous allez voir que le fait d'essayer, mais des fois, vous avez des surprises. Là. Moi, je pense que c'est des choses que je peux dire. Vous voyez la ligne majeure de baseball, vous avez une tête de PDG, une Asiatique qui occupe une club de ligne de baseball
ici au Canada, les Maple Leafs embauché des coachs canadiennes féminines, tu sais, c'est une joie québécois-canadienne. Bon, vous voyez, les bonnes organisations, ils savaient qu'il faut aller chercher des talents, il faut aller chercher des gens capables de recruter les talents. Parce que dans le monde de nos jours, là, ce qui est malheureux de l'être humain, c'est qu'on n'est pas toujours un être parfait, parce qu'on dirait qu'on répète toujours la même erreur. Si vous gardez les technologies, comme je dis, on s'améliore toujours la mise à jour, tout ça. Si on a une version, on met en place dans les PME, c'est la façon le plus magnifique pour justement atteindre nos objectifs, là, comme les PME. Moi, je pense qu'avec vos témoignages, ce sont des choses qui malheureuses. Je pense qu'il faut vraiment le questionner, puis il faut pas trop juger sur la différence, mais l'important, c'est le résultat. Comme vous savez que maintenant, il y a beaucoup de télétravail. Avant, on questionnait sur la capacité de production chez les employés parce qu'ils travaillent à la maison. On doutait que certaines personnes peut-être ne travaillent pas autant que ça. Mais avec les COVID, on a testé ça. Même les gens travaillent à la maison. Certaines compagnies ont constaté que les résidents sont beaucoup, beaucoup plus productifs parce qu'on gagne du temps, tout ça. Ça fait que moi, je pense que comme l'organisme, comme PME, il faut essayer, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut voir la personne qui a une compétence, qui peut contribuer à une entreprise à vraiment épanouir pour son succès en affaires, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses en attendant, peut-être que je parlais trop. Je voulais juste ajouter une petite intervention, si vous me permettez, Caroline. J'aime bien comment tu fais le macro, puis ensuite, qu'est-ce que nous, on pourrait, peut-être j'avais oublié un point, qu'est-ce que nous, on pourrait faire en termes de, dans un PME, c'est d'avoir du mentorat informel, vraiment, soit un gestionnaire ou même le président, un actionnaire, vraiment de donner votre temps pour aller connaître vos employés, soit que c'est asiatique, non asiatique, racisé, mais vraiment de prendre le temps de les connaître un peu plus et de leur donner une chance. Comme Calvin a mentionné, prends une chance. Vous allez être surpris. Je suis convaincue. Je voulais juste ajouter ça. Ouais. Puis, est-ce que vous avez d'autres choses? Luisa, vous êtes la maître. Mais en fait, vous nous avez quand même donné des astuces et des bons conseils pour aller, pour aider en fait les gestionnaires à mettre en place des choses sur place pour favoriser l'évolution. Peut-être encore dans les 2-3 minutes qui nous restent, est-ce que vous auriez en tête peut-être des ressources existantes pour que les PME puissent recruter? Alors on a parlé aussi de les aider à favoriser l'évolution de leurs propres salariés, mais comment est-ce que et où, comment les gestionnaires peuvent aussi recruter des candidats issus des communautés racisées, notamment de la communauté asiatique, pour leur proposer des postes à responsabilité? D'abord, avant de vous répondre ça, je pense qu'il faut prendre l'exemple aussi de Singapour. Singapour, c'est un jeune pays, c'est une ville qui est comme un État également. À Singapour, vous voyez, il y a beaucoup de mixage culturel. Vous avez des gens d'origine indienne, Indonésie, Malaisie, de Chine, sud-asiatique. Ces communautés-là, ils ont travaillé ensemble. Vous voyez le thème que petit pays, une ville qui est capable d'attirer beaucoup de multinationales dans ce territoire-là. Puis ils sont capables de produire l'efficacité pour ouvrir des compagnies, la technologie, répond aux besoins, tout, la façon même pour bâtir des logements à prix modique. Ils sont capables de gérer parce qu'ils ne peuvent pas avoir beaucoup les voitures circuler, puis ils construisent des logements mieux loger la population. Puis c'est justement avec le input de tout, de la communauté, comment on vit ensemble pour la meilleure pour l'humanité. Bon, pour répondre à votre question, c'est sûr que moi, je pense que comme l'individu, il faut aussi, chaque individu, faire l'effort aussi, aller cogner la porte, parler aussi que j'ai les talents. Il faut être capable de montrer que nous sommes compétents aussi. Ce n'est pas juste la direction qui vient t'intéresser, parce que la direction aussi sont des gens qui doivent obtenir des résultats, qui doivent travailler fort parce qu'ils ont des objectifs à atteindre. Je pense d'abord, comme l'individu, il faut aussi écrire, il faut aller curieux aussi à participer. Tu sais, des fois, c'est des rencontres sociales, c'est les 5 à 7, c'est là qu'on peut
parler un peu moins stressé, tu sais, avec peut-être une bière, bon, c'est plus louche, puis on peut parler. Je pense que c'est ça aussi ce qui est important. Bon, pour ce qui est recruté, moi, je pense qu'avec l'Association des jeunes professionnels chinois, puis aussi CCPME, Canada-Chine et aussi l'Asie-Pacifique aussi, tu sais, il y en a un regroupement. C'est sûr que ces gens-là, on peut toujours vous aider à recruter si vous cherchez des candidates qui répondent à vos besoins. Moi, je pense que de plus en plus, les PME au Québec, les moyennes entreprises, je pense qu'il faut ouvrir davantage à la communauté culturelle, que ce soit asiatique, que quoi, parce que là, pour pays origine de la grand-parent, parce que souvent les gens sont nés ici, comme Michel, tout ça, bon, c'est qu'eux, ils ont quand même des connexions. Moi, je pense qu'il n'y a rien à perdre, là. Ça fait que c'est ça le futur. Je pense que nous sommes tous là. Et si je pourrais juste ajouter, dans le fond, comme on avait parlé de la technologie, c'est sûr que les médias sociaux, ça fonctionne. Vraiment, les références, ça fonctionne. Si vous demandez à un gestionnaire d'autres entreprises qui ont tendance qui ont un gestionnaire d'origine asiatique, par exemple, demandez-leur, est-ce que vous avez un ami? Est-ce que vous avez une connaissance? Est-ce que vous avez remarqué quelqu'un d'exceptionnel? J'aimerais le savoir parce que comme notre communauté est quand même assez petite, mais très soudée ensemble. Donc, je pense que oui, on peut aller dans les méthodes plus conventionnelles, les chambres de commerce, mais habituellement, c'est sûr qu'on sait que les carrières les carrières un peu plus intéressantes, on va dire, c'est surtout, habituellement, c'est pas posté en ligne, c'est pas divulgué nécessairement. Donc, moi, je pense que utilisez les médias sociaux, utilisez vos références. Je pense que ça, vous aurez une meilleure chance pour vraiment trouver une perle rare. Ça serait quelque chose que je recommanderais faire. Merci à vous quatre. On va sans doute passer à la période des questions-réponses. Avant ça, est-ce que vous aimeriez partager une dernière information, une dernière phrase, ou est-ce que tout a été dit? Personne ne va partir frustré. Si jamais vous avez une autre information à nous partager, n'hésitez pas. Sinon, on va passer vraiment à la période des questions-réponses. Est-ce que, Jimena, est-ce que tu as récolté quelques questions? Oui, j'ai quelques questions. J'aimerais juste donner comme, est-ce que vraiment, si vous avez comme une petite dernière, le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire, chacun d'entre vous, si vous voulez dire, sinon je passe aux questions. Anne-Claudie? Oui, simplement de prendre conscience que c'est possible de commettre des actes qui sont un peu discriminants ou racistes sans être une mauvaise personne. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, notre but, c'est pas de diaboliser personne, mais vraiment plus de vous amener à réfléchir, développer votre sens critique et vraiment essayer de voir l'autre côté de la médaille. Donc, on entend souvent, ah, mais c'est pas des mauvaises intentions, c'était pas mon intention, mais c'est d'essayer de comprendre aussi peut-être pourquoi l'autre, ça l'a blessé, choqué, puis de voir aussi l'impact que ça peut avoir. Donc, d'essayer d'explorer un petit peu l'impact auprès de vos employés s'il y a certains malaises ou une certaine dynamique peut-être un peu tendue. Donc, d'essayer d'ouvrir le dialogue plutôt que de vivre le malaise seul et de finalement être passif envers peut-être un climat de travail un peu plus tendu. Donc, je pense que c'est vraiment de voir qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans et que si les employés racisés ou asiatiques se sentent inclus, mais je vous garantis que la productivité et que votre entreprise va vraiment mieux se porter. Donc, de le voir aussi comme ça. Donc, voilà. Merci, Anne-Claudie. Puis j'aime beaucoup cette vision-là de co-construction. Tu sais, justement, quand on parle de co-construire ensemble, vraiment s'impliquer tout le monde, tu sais, mettre la main à la pâte pour pouvoir vraiment élever, tu sais, l'entreprise, l'organisme. Je pense que notre message central aujourd'hui, c'est vraiment cela qu'on voulait amener de l'avant. Comme Anne l'a bien nommé, tu sais, de diaboliser personne, de ne pas dire qu'on est dans la bonne clôture, dans la bonne position, quelle place. C'est vraiment pas ça qu'on est en train de dire. Puis, malheureusement, tout le monde va avoir des préjugés parce que
on a grandi malheureusement avec certains messages qu'on a intériorisés et c'est vraiment correct. Puis des fois, quand on se le fait dire qu'on a été discriminant, notre comportement a été discriminatoire, c'est pas un message pour dire qu'on est une mauvaise personne. Ça veut pas dire que nécessairement qu'est-ce qu'on fait, c'est invalidant. C'est plus d'aller se re-questionner, comme pourquoi je vis peut-être telle émotion, pourquoi je ne suis pas nécessairement en accord avec celle-ci et vraiment comment est-ce que moi je peux me mettre en place pour être vraiment dans un mode d'écoute. Tantôt, on avait écrit pour être dans un safer state, il faut vraiment avoir une écoute empathique. C'est quand même un savoir-faire, un savoir-être qu'on apprend à le faire. Et c'est en l'apprenant, en co-construisant tous ensemble. Merci, Julie. Michel, OK. C'est sûr que moi, je crois que nous, comme Québécois, comme Canadiennes, on est chanceux d'avoir des immigrants de deuxième, troisième génération qui sont là parce que le futur, ça appartient justement à celui qui connaît mieux les autres pour justement mieux répondre. Moi, je pense que c'est aussi le travail des grandes organisations de oser de nommer des personnes culturelles, des professionnels à la haute direction. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je pense que c'est l'exemple que des professionnels sont talentueux à occuper des postes de haute fonction. Puis aussi des gouvernements aussi. Moi, je pense à un moment donné, il faut nommer aussi des représentants dans chaque pays où on peut faire le développement commercial aussi d'une façon plus efficace. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je pense que c'est là il faut appuyer sur nos actifs. Là. Les actifs au Québec, au Canada, ce sont des gens qui sont polyglottes, multiculturels. Il faut vraiment qu'on tourne les pages, là, que dit, bon, les comités culturels, c'est ci, c'est ça, mettre des étiquettes. Moi, je pense qu'il faut vraiment mettre sur les compétences. Moi, je pense, avant tout d'embaucher quelqu'un, c'est les compétences. Tu sais, oubliez ça que s'il y a un truc, si c'est orienté sexuel ou la façon qu'il mange, c'est pas l'importance. Ça, c'est pas le central. Tu sais. Je pense qu'il faut être fier que nous sommes là comme un jeune pays, comme le Canada, le Québec. Il faut vraiment qu'on ouvre davantage. C'est gagnant pour nos sociétés. Nous sommes juste 8 millions. Si on regarde des autres villes en Inde, en Asie, c'est beaucoup plus peuplé que ça. C'est en Thaïlande pour le gouvernement aussi d'assurer tous les avantages sociaux pour ces peuples-là, parce que c'est beaucoup plus. Si on parle de la Chine, c'est 1,4 milliard. Puis le gouvernement chinois arrive à augmenter le degré de bien-être. Tu sais, si c'est 8 millions, c'est beaucoup, 800 000 millions. Ça fait que nous, ici, moi, je pense qu'il faut concentrer. Moi, je pense que c'est des gens comme Anne, Claudie, Julie et votre organisation, tu sais, intégrer des jeunes, tout ça, c'est commencer avec des jeunes en chantou, puis à un moment donné, vous allez voir le Québec, le Canada, on est les meilleurs, tu sais, parmi des mondes qui sont capables d'ouvrir, capables d'avancer. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que les grandes entreprises, il ne faut pas avoir peur. Les gouvernements aussi, capables de nommer des gens compétents et non pas une façon de dire, bon, tu sais, moi, je pense qu'on a tous fait des études ici, on a le même standard. En plus, on parlait des langues, on a d'autres cultures. Il faut mettre sur ça. C'est nos actifs au Québec et au Canada. Merci, Kelvin. Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être juste un dernier mot. Juste le fait que ce matin, on a 14 participants, des entrepreneurs, des gens dans les ressources humaines pour venir nous écouter. Je pense que ça, c'est déjà un signal que la société avance. La société veut apprendre, la société veut écouter et voir qu'il y a un problème, mais on est tous ouverts à avoir cette communication ouverte. Donc, moi, mon message aujourd'hui que j'ai en retiré, c'est du travail qu'on va continuer à faire. Puis, je suis contente qu'on travaille tous ensemble autour de la table pour justement avoir cet objectif-là, vraiment de rehausser notre province, rehausser notre pays vraiment via les PME. Vraiment, comme tout le monde sait autour de la table, les PME, c'est
ceux qui embauchent le plus, soit des immigrants, soit des Canadiens, des Québécoises à travers la province. Donc, je pense que c'est très important, puis je suis très contente de pouvoir voir ça tous ensemble ce matin. Merci beaucoup à vous quatre de ce beau message de partage. J'ai une question que j'aimerais poser qui est un peu en lien avec cette idée de deux côtés de la monnaie qui est sur le chat. Avant ça, pour les ressources, parce qu'il y a aussi des petites questions de ressources, tout ça, ils sont sur le chat et après, on va peut-être les ajouter à la vidéo, Louisa, pour que les personnes aient accès. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les ressources. Je vais lire la question. Bonjour, est-ce que vous pensez que l'éducation à l'asthétique n'est pas à l'origine du comportement parfois stéréotypé de ces personnes? Je suis moi-même asthétique, je suis en train de lire, et je sais que la façon dont on est éduqué parfois nous sert mal dans la vie professionnelle. Côté parfois soumis, toujours au service des autres, ne pas trop répondre. Parfois, je trouve que les personnes asthétiques ont toutes les compétences requises pour un poste à responsabilité, mais réussira moins à bien se vendre et se mettre en avant. Parfois, j'ai l'impression que les recruteurs ou directions préfèrent privilégier quelqu'un qui parle fort plutôt qu'il travaille fort ou efficacement. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole sur cette question? Peut-être des chercheurs. Oui, c'est sûr que quand on parle de notre façon d'éducation, c'est vrai qu'on a eu une forme d'éducation qui a été différente, mais il ne faut pas le voir comme si c'était quelque chose de handicapant pour nous autres. Je vais m'expliquer. C'est justement, la personne a nommé bien se vendre. Ce n'est pas quelque chose qu'en effet, on a été éduqué à le faire. Donc, quand c'est rendu à une entrevue, il faut penser que, par exemple, des fois, la personne immigrante ou la personne qui a été éduquée dans certaines formes de culture, avec des valeurs qui sont peut-être différentes, elle n'a pas appris à le faire. Donc, comment peut-on faire quelque chose qu'on n'a pas appris à le faire? Et donc, c'est peut-être justement la manière comment les ressources humaines mettent de l'avant pour lorsqu'ils vont faire les embauches. Est-ce que les critères que justement ils recherchent, est-ce que le processus est adéquat, qui correspond à la culture, que justement il n'y aura pas ces différences de démarcation parce que c'est très, en recherche, on appelle ça très eurocentré. Donc, le savoir est spécifique à telle vision du monde. Mais c'est dangereux. Tu sais, tantôt, Kelvin avait mentionné que c'est important d'avoir différentes visions et d'aller voir justement qu'est-ce qu'il fait ailleurs pour aller justement aller s'inspirer. Et donc, moi j'aimerais plus le renverser en disant que c'est vrai que peut-être au niveau de la culture, ça ne offre pas des compétences. Et malheureusement, certaines personnes doivent aller apprendre à le faire un peu assez tard dans leur vie. Mais peut-être c'est re-questionner tout le processus, la structure qui est mise en place. Est-ce que ça correspond pour pouvoir mettre tout le monde évalué de manière équitablement puis de manière égalitaire, ou que cela peut vraiment avoir des inégalités durant tout ce processus-là? Merci, Julie. Anne-Claudie, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste une petite chose, aussi d'essayer de prendre un peu de recul par rapport aux caractéristiques qui vont être valorisées dans les candidats. Donc, on a parlé justement de différents types de leadership qui sont, en fait, souvent un qui va être davantage mis de l'avant, donc d'être vraiment plus imposant, d'être davantage loud, bruyant. Donc, de voir aussi que chez les personnes qui sont peut-être moins, qui s'imposent moins, out there, de voir que quand même, c'est pas parce qu'elles sont un peu plus silencieuses qu'elles ne réfléchissent pas, et de voir que peut-être les personnes qui prennent souvent plus la place, de s'attarder à ce qu'elles disent et pour mieux voir est-ce qu'au final, la personne est en mesure d'appliquer ses compétences puis de vraiment apporter plus à la compagnie, ou est-ce que c'est juste qu'elle paraît bien et qu'elle s'exprime parfaitement avec un beau français. Donc, d'essayer de prendre conscience de nos biais aussi, parce qu'il faut se rappeler que le processus d'évaluation durant les entrevues, on est nécessairement un peu teinté par nos biais, donc ça reste subjectif. Donc, peut-être aussi d'être plus qu'un évaluateur ou évaluatrice durant l'entrevue pour favoriser un petit peu cet accord interjuge, donc de voir un peu quelle est notre perception du candidat-candidate, et pas d'être simplement une personne quand c'est possible, pour vraiment s'assurer que tout le monde reste un peu plus à l'affût de
de ces biais ou de ces préjugés qu'on n'a pas toujours conscience qu'on a. Merci, Anne-Claudie. Oui, Kelvin? C'est sûr que, comme Anne-Claudie elle disait, le style et le leadership est différent. Là. On ne peut pas avoir la même copie, la même pour tout le monde. Souvent, il faut faire attention à ça. Puis c'est aussi le gestionnaire à connaître les compétences de leurs employés, parce que ça fait des années, ils travaillent dans les entreprises. Des fois, les gens peuvent être timides, peuvent être moins exprimés. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de produire. Je pense que ça c'est des bons exemples. Mais aussi, c'est sûr que si on veut devenir cadre, c'est sûr qu'il faut investir aussi le temps pour développer des habiletés aussi, aller chercher des cours, des coachings, des mentorats, comme Michel disait, dans les entreprises, parce que souvent, lorsqu'on a une différence culturelle, des choses comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des chocs, mais il faut maîtriser, il faut être capable de parler, communiquer. Je pense que il faut que ça soit investi un peu si on veut avancer dans nos carrières, si on veut devenir gestionnaire de haut niveau. C'est sûr, il faut développer des habiletés, la façon de parler, la façon de conduire l'équipe, de leadership, c'est ça, parce qu'on ne peut pas toujours dire, bon, à cause de ma culture, de telle façon, je ne peux pas avoir tel poste. C'est faux. Moi, je pense que les bons gestionnaires, ils vont avoir un meilleur compréhension. Telle personne est plus timide, sans parler la culture, les races. Là. Même la même race, on peut avoir quelqu'un qui est très colérique, l'autre est beaucoup plus coopératif. Ça fait que moi, je pense que c'est à nous-mêmes. Il faut comprendre nous-mêmes, il faut investir sur nous-mêmes. Moi, je pense que les compétences, l'habilité, il faut qu'on investit un peu davantage si on veut accélérer à part de gestion. Si vous ne voulez pas chercher d'autres formations mises à jour, attends pas, les patrons viennent vous chercher là, parce qu'il y a d'autres jeunes loups qui veulent aussi des postes, des cadres. Vous voyez, ça fait que c'est à vous de faire des efforts aussi. Merci, Kelvin. Le temps passe, c'est fascinant. Michel, est-ce que vous avez quelque chose à moi à dire pour clore attendre notre conférence? Ben, je pense que c'était très complet, Kelvin, parce que dans le fond, c'est ça. Mais c'est intéressant que cette personne-là identifie son quote-unquote problème. Donc, quand on identifie cette problématique-là, on est capable de trouver des solutions. Donc, justement, en s'investir en soi, c'est jamais perdant. Donc, je suis c'est très complet vraiment de s'investir en soi. Et en termes de ressources actuelles, comme on avait mentionné, les chambres de commerce culturelles sont là pour vous aider. En plus, lorsqu'on mange le jeune chambre de commerce asiatique, ils savent que dans le fond, notre culture, peut-être la culture nous a appris d'être plus timide, de travailler fort, mais justement, eux, ils font des conférences, des workshops pour le public speaking, pour tout ce qui est marketing, le marketing de soi, comment écrire des CV, comment être un peu plus out there, mais également rester soi-même, restant soi-même. Donc, ça, c'est très important aussi parce qu'on ne veut pas changer non plus la personne, on ne veut pas changer une personnalité, mais juste d'être un peu plus, un peu plus marketable, justement pour ces temps critiques-là, pour une promotion, par exemple, pour des entrevues. Je pense que ce n'est pas juste un problème, soit racisé, etc., mais effectivement, c'est des ressources qu'on devrait prendre et qui sont très disponibles pour nous. Merci Michel. Bon, il me reste qu'à moi, de mon côté, à vous remercier énormément pour cette présentation très riche, ce passage des notions théoriques à une application pratique, plein de ressources. Un grand merci. Je laisse la parole à ma collègue Louisa pour fermer et un grand merci. Vraiment, merci beaucoup. Et en effet, au nom de DigiQ, je tiens à remercier encore nos 4 panélistes pour ce précieux échange qui a été riche en connaissances, riche en conseils, riche en bonnes pratiques. Vous avez mis en lumière certaines de nos ombres d'ombre. Vous nous avez donné pas mal de pistes d'action pour diversifier nos équipes et surtout permettre aux gestionnaires d'encourager les profils et candidats issus des communautés ethnoculturelles à atteindre des postes à responsabilité et certaines fonctions de la représentation publique. Je tiens également à remercier toutes les personnes présentes, les questions qui ont été posées. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Sachez que notre
prochaine conférence sera le mardi 22. Donc, gardez ça en tête. Le mardi 22 juin sera notre prochaine conférence qui sera sur on échangera en fait sur l'embauche, l'intégration et le maintien en emploi des personnes issues des communautés autochtones. Donc, gardez bien cette date en tête. Si vous souhaitez être informé des prochains événements proposés par Intégration Jeunesse du Québec dans le projet ID, n'hésitez pas à échanger avec moi, à m'envoyer directement des messages sur ma boîte courriel ou sinon à nous suivre sur nos réseaux sociaux également. Nous publions toutes les informations. Donc, merci à tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire également. Merci à nouveau à vous quatre. Puis je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. Merci pour l'accueil. Bonne journée.